Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour le webinaire de janvier 2024. C'est notre premier webinaire de l'année. Donc, moi et Eric, on est très contents de vous accueillir ce matin. Donc, aujourd'hui, on a un webinaire un petit peu différent. On a deux host aujourd'hui. Donc, ça va être moi et Eric durant tout le webinaire. On va avoir une belle conversation aujourd'hui sur les catalogues de requêtes, de services. Et donc, on commence tout ça tout de suite. J'en profite pour dire bonjour à tout le monde. Ça va être un webinaire le fun. Oui. Donc, comme d'habitude, on commence avec l'agenda. Donc, aujourd'hui, on va parler de bien comprendre son catalogue de services. On va se mettre à niveau ensemble pour être certain qu'on parle toujours la même chose. Ensuite, on va parler de certaines erreurs qui sont à éviter quand on met ça en place, des meilleures pratiques un peu plus générales. Puis ensuite, on va aller au travers de plusieurs exemples qu'on a faits pour le webinaire d'aujourd'hui. Bien sûr, ce sont des exemples qui sont anonymes, mais on va en profiter pour parler un petit peu de quand on vient le temps de le lancer, ça ressemble à quoi, puis donner du feedback un petit peu sur des exemples de catalogues qui ont été anonymifiés, mais desquels on a déjà vu parmi nos clients, parmi des compétiteurs, un peu partout au travers des différents catalogues qui existent. Donc, à noter aujourd'hui, comme toujours, ceux qui viennent à notre formule mensuelle, vous savez que le dernier mercredi de tous les mois, c'est le webinaire C2. Bien sûr, on se donne une pause au temps des fêtes, puis durant l'été. Mais sinon, les participants, aujourd'hui, vos vidéos, vos caméras sont désactivées, vos microphones aussi. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, ça se passe via l'interface de Teams. Donc, il y a une section qui est dédiée pour les questions-réponses. Vous avez le chat aussi dans lequel on avait déjà commencé un petit peu à animer ce matin. Donc, continuez la conversation, il n'y a pas de problème, c'est là pour ça. Vous ou un collègue ne pouvez pas rester jusqu'à la fin. Vous avez quelqu'un dans l'équipe qui a manqué le webinaire. On ne se stresse pas avec ça. Vous allez recevoir l'enregistrement et les slides par courriel plus tard cette semaine ou plus tôt la semaine prochaine. Ça va être entre les deux, donc gardez un œil sur votre boîte courriel. Vous allez recevoir l'information d'aujourd'hui. C'est également disponible dans notre centre de visionnement de webinaire et notre channel YouTube. Donc, si jamais il y a quelque chose qui se passe avec votre inbox, sachez que l'enregistrement est disponible un peu partout. Ensuite, en termes d'engagement pendant le webinaire d'aujourd'hui, comme je vous ai parlé, vous avez la boîte questions-réponses dans l'interface de Teams. De notre côté aussi, on va lancer un petit sondage au début du webinaire juste pour avoir un peu une idée de l'audience qui est avec nous aujourd'hui. Puis, à la toute fin du webinaire aussi, on vous demande de donner votre avis. Donc, on a un petit formulaire à chaque mois qui vous demande de nous noter les autres, le contenu. Quand il y a des démos, on demande du feedback sur les démos, sur la série de webinaires et sur des sujets qui vous intéressent qu'on aborde aussi. Donc, le calendrier de thèmes pour notre webinaire est toujours un peu en mouvance selon ce qu'on reçoit comme information. Donc, si jamais il y a quelque chose qui vous chicote, que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas vraiment, le formulaire est là pour ça, pour garder la conversation ouverte. Donc, aujourd'hui, si on se lance dans tout ça, on va débuter. Donc, moi, d'habitude, je suis avec vous comme l'hôte, mais aujourd'hui, je vais passer un petit peu plus de temps avec vous avec mon chapeau de carrière, c'est-à-dire que je suis une designer de formation, je travaille en marketing depuis plus que 15 ans et ma philosophie, vraiment, c'est de se centrer sur l'utilisateur, ce qui fait en sorte qu'au travers des années, j'ai plusieurs années d'expertise en expérience utilisateur, en venant vraiment s'assurer que les utilisateurs ont réponse à leurs questions et tout. Donc, c'est avec ce chapeau-là que je vais venir vous guider dans vos catalogues de services aujourd'hui. Et je vais laisser Eric se présenter parce qu'il va faire une bien meilleure job que moi. Ben merci. Donc, Éric Guérin, analyste d'affaires chez C2 depuis quelques années, 2 ans, puis utilisateur de C2 depuis aussi quelques années. Donc, background, gestionnaire TI, technicien administrateur réseau, etc., au secteur privé depuis plusieurs années. Puis, une bonne partie aussi, je l'ai passé dans le secteur des centres de services scolaires. Donc, c'est ça. Je vais vous expliquer les choses du catalogue de services. Donc, vos mondes ont plus beaucoup de secrets pour Eric, que ce soit dans sa vie avec nous ou avant nous. Il y a beaucoup de nos clients qui sont dans le milieu scolaire aussi, donc il comprend votre monde.
Super. Donc, maintenant, le petit sondage auquel je faisais par allusion dans l'introduction. Pour nous, c'est intéressant de savoir un petit peu vous êtes où dans votre cheminement par rapport à ça, puis c'est quoi votre philosophie un petit peu. Donc, je vais partir le sondage pendant que je le lis à voix haute. Donc, on vous demande aujourd'hui à quand date votre dernière revue de votre catalogue de requêtes de services? Est-ce que vous le revoyez au 0 à 6 mois environ, 6 à 12, 1 an à 2 ans? Ou est-ce que la dernière fois que vous l'avez regardé, c'est le jour où vous l'avez mis en ligne au temps des dinosaures? Donc, je vous laisse faire votre petit vote. Puis en même temps, à nous, ça nous donne un peu une idée de qui est avec nous aujourd'hui, puis de qu'est-ce qu'il faut qu'on aille plus loin ou moins loin dans les réponses. Parfait. Ça bouge encore. On a encore des votes qui se passent. Ça commence à se stabiliser. Parfait. Donc, on a 2 pôles très, très évidents dans les réponses de notre sondage aujourd'hui. Donc, on a à peu près 33 qui revoient leur catalogue de 0 à 6 mois. Et à vous, je vais vous donner tout le mérite que vous avez besoin en ce moment parce que ce n'est pas un travail qui est facile, mais c'est un travail qui est super important. Donc, si c'est déjà dans votre routine de le revoir souvent, c'est déjà parfait. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est venir vous donner des pistes de choses à revoir, peut-être, puis vous allez pouvoir valider si c'est déjà dans vos habitudes ou pas. Et notre autre polarité dans le sondage d'aujourd'hui est à 29 de gens qui n'ont pas revu leur catalogue de lancement depuis le lancement au temps des dinosaures. Donc, j'espère que votre lancement date de moins d'1 an. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être moins dramatique que ça en a l'air. Mais on va continuer un petit peu, puis on espère que le contenu d'aujourd'hui va vous donner des bonnes pistes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour revoir votre catalogue un petit peu, puis s'assurer qu'il fait ce que vous voulez aussi. Donc, avant de se lancer dans le contenu et que je passe la parole à Éric pour qu'il vous fasse don de toute sa sagesse par rapport au catalogue, je voulais vous laisser avec une petite citation que je trouve qui est très, très pertinente, non seulement en termes d'expérience utilisateur, mais un peu en termes d'aussitôt qu'on parle de donner des choix à quelqu'un. Donc, un catalogue de services, que ce soit un portail, que ce soit même une liste de tickets ou peu importe. Donc, un principe de base pour l'expérience utilisateur, selon Scott Belsky, qui est le vice-président chez Adobe de produits. Donc, plus d'options, plus de problèmes. Donc, on continue. Éric, je vais te laisser nous parler de bien comprendre notre catalogue et je reviens tantôt. C'est bon, ben merci beaucoup. Donc, comprendre son catalogue de requêtes de services, écoutez, ce qu'on veut avec un catalogue, c'est offrir à notre clientèle les demandes auxquelles ils veulent demander. Donc, c'est quoi les services qu'on leur offre? Donc, on veut que notre clientèle comprenne ce service-là. Mais c'est aussi, en premier lieu, le catalogue de services. Il y a 2 niveaux. Il y a le gros niveau en haut, tout qui englobe tout, qui est vraiment tous les services de l'organisation qui sont offerts ou qu'on gère en tant qu'organisation. On offre des services à tout le monde, que ce soit notre client externe, que ce soit notre client final, notre enseignant, notre élève, notre employé ou des gens de l'extérieur, notre clientèle qui vient acheter des services chez nous. Ou c'est aussi des fois des partenaires externes, des partenaires d'affaires. C'est des clients internes à l'organisation entre services. Donc, le catalogue de services, c'est tous ces services-là qu'on englobe dans ça. Et attaché avec ce grand catalogue de services-là, il y a le catalogue de requêtes de services ou le portail de requêtes, de demandes, qu'on va retrouver dans C2, le portail que les clients vont se connecter. Donc là, à ce moment-là, dans le portail, on va avoir des demandes plus directes à l'utilisateur. Je veux changer mon mot de passe, je veux une demande de congé, etc. Donc, vraiment des demandes bien ciblées. Tandis que le catalogue de services dans son ensemble va inclure beaucoup de choses comme nos ententes de niveau de service, les services qu'on offre aux clients, les services qu'on s'offre entre nous. Donc, et c'est quoi tous ces paramètres de ces services-là qu'on a besoin et qu'est-ce qu'on s'est entendu d'offrir ou de faire dans l'organisation. OK, donc les ressources humaines, les services légaux, les finances, c'est quelques exemples qu'on a, l'approvisionnement, les TI, qui offrent beaucoup de services dans l'organisation. Centre de services scolaires, si on pense ressources matérielles, qui offrent beaucoup de services aussi à l'organisation, la maintenance des bâtiments, les constructions, etc. Donc, tout ça est
fait partie d'un catalogue de services d'organisation. Donc, quand on parle des services dans le catalogue, on va parler à ce moment-là qu'est-ce qu'on offre. Donc, oui, je suis service des ressources humaines. À l'intérieur de ça, il y a de la dotation, il y a CSST, il y a tous les aspects RH. Les TI, on va offrir des services, bon, les postes de travail, mais aussi tous les serveurs, la réseautique, toute l'infra. C'est des services qui sont offerts. Et ces services-là, on les met dans un catalogue de requêtes, donc un portail qui va aider les utilisateurs, qui va aider aussi toutes les autres clientèles. Même le personnel TI peut avoir son propre portail de requête pour toutes ses demandes internes, gestion des serveurs, gestion des réseaux, j'ai besoin de faire une entrée dans un firewall. Donc, on peut venir offrir plusieurs types de catalogues. L'autre point intéressant aussi, c'est que dans notre catalogue de services, la porte d'entrée n'est pas nécessairement le portail pour certains. Il y a beaucoup de partenaires externes ou des partenaires internes entre services. Des fois, on ne passera pas nécessairement par un catalogue de requêtes, par un portail. On va faire des demandes plus courriel, téléphone, des projets qui vont rentrer. OK? Donc, le catalogue va venir définir tous ces services-là qu'on a. Quand on parle propriétaire de service sur la slide, donc chaque service devrait avoir un propriétaire pour indiquer qui est responsable de ce service-là. Il y a des clients au niveau, puis il y a les utilisateurs finaux. Ici, donc, si on éclate un peu le catalogue, comment c'est construit un catalogue de requêtes de services ou un catalogue de services, on va habituellement donc regarder chacun des services qu'on offre. Et ces services-là vont avoir, comme je disais tantôt, des ententes, des temps qu'on répond, des délais de réponse aussi. Et on va éclater ça en différentes requêtes ou différents types de demandes qu'on peut faire pour construire ce catalogue-là, donc pour le bâtir. Donc, les avantages qu'on va aller chercher avec un catalogue de services, bon, c'est de faciliter le travail d'équipe, de mettre en place des processus d'affaires internes pour venir traiter les demandes. Par exemple, demande d'approvisionnement, on va avoir un processus pour aller faire une demande d'achat, avoir une autorisation interne, finalement envoyer un bon de commande au fournisseur, peut même rajouter toute la réception de ces choses-là et faire le suivi finalement de tout notre processus d'acquisition. On veut donner une vue d'ensemble à notre client avec le catalogue et à l'organisation aussi. C'est une vue d'ensemble de tout ce qu'on fait et ça nous aide surtout à savoir qu'est-ce qu'on fait, puis comment on le fait. Et autant c'est bon pour les gestionnaires, pour l'organisation, autant c'est bon pour le client final qui, lui, s'en va dans notre catalogue de requêtes, qui cherche à trouver quel service est offert on lui offre, puis dans quel délai aussi. Tu voulais parler de l'expérience UX, Maude? Oui, je voulais un petit peu mettre la table pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle quand on parle d'expérience utilisateur, puis comment ça peut être lié au catalogue de services. Donc, il y a beaucoup de termes qu'on peut entendre quand on parle de ça. On a UX, UI, whatever. Il y a la client expérience aussi. Donc, pour se démêler aujourd'hui, quand je parle de user experience ou d'expérience utilisateur, on ne fait pas référence à seulement une interface, c'est vraiment toute l'expérience, les ressentis, les perceptions et les actions, les sentiments autour de l'utilisation d'une plateforme, d'un produit ou d'un système. Donc, quand on parle d'expérience utilisateur, on peut même parler d'aller à un guichet automatique bancaire, par exemple. Il n'y a pas vraiment de mesure là-dessus, mais votre expérience, votre ressenti, la location du guichet, tout ça, ça fait partie de l'expérience utilisateur de l'utiliser. Donc, quand on transmet ça à un catalogue de services, de requêtes de services comme on est en train de parler aujourd'hui, surtout avec un outil comme C2 ou toute autre plateforme similaire, souvent, vous n'avez pas nécessairement accès à tout changer.
dans le UI, donc l'interface utilisateur. Par contre, vous avez le contrôle sur l'expérience que vous donnez avec votre catalogue. Donc, quand on parle de ce dont vous avez le contrôle, mais vous avez le contrôle sur quel type de gens vont utiliser votre portail, pourquoi ils vont l'utiliser, qu'est-ce qu'ils essayent de régler avec votre catalogue, puis comment est-ce qu'ils l'utilisent. Ce dernier point-là, c'est un point qui est vraiment très important en expérience utilisateur, puis ça fait référence un petit peu au diagramme sur le côté. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois, puis c'est terminé. De l'expérience utilisateur, c'est bon de regarder ça tant et aussi longtemps que vous avez quelque chose à utiliser et quelqu'un qui l'utilise. Donc, à tout moment dans cette relation-là, les choses vont changer, les choses vont évoluer. Ça va changer pas nécessairement à cause de votre gré, mais parce que le monde de l'utilisateur change. Si on prend par exemple le moment dans le temps où tout le monde s'est mis à avoir un iPod ou un iPhone ou un BlackBerry, à cette époque-là, c'était un des grands joueurs. Donc, quand les téléphones intelligents se sont mis à arriver dans notre main, à ce moment-là, ce que ça a fait, c'est que nos attentes ont changé dans les utilisations de ces devices-là. Donc, il a fallu qu'il y ait beaucoup d'autres choses sur le marché qui s'adaptent. On avait plus de pouvoir dans nos mains. Donc, tout ça, c'est le genre de choses qui peut influencer les attentes de vos utilisateurs et qui font en sorte que vous devez changer aussi vos perceptions puis vos façons de faire les choses. Donc, le 0 à 6 mois de tantôt, c'est pas nécessairement seulement votre faute, mais des fois, ça vaut la peine de revisiter aussi. Donc, c'est ce dont je voulais parler un petit peu. Donc, je vais te laisser parler un petit peu de la prochaine je voulais étape. dire, ton graphique aussi me fait beaucoup penser à l'amélioration continue qu'on retrouve dans les bonnes pratiques, comme dans ITIL, où Absolument. on dit, on prend en note là, comment les systèmes sont utilisés, comment le catalogue serait utilisé, quels changements on devrait apporter régulièrement. On fait évoluer notre catalogue avec le temps. Puis, c'est pas mauvais aussi de dire on le fait évoluer constamment, si possible, pour garder toujours à jour et pas se retrouver dans 2 ans avec une grosse job de révision à faire. Exactement. C'est tout à fait ça. Super. Donc, je te laisse livrer la prochaine étape. Parfait. Donc, le catalogue de services, on va essayer de le structurer pour donner une expérience utilisateur qui est intéressante. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est faciliter notre fourniture de services. Présenter à notre client un catalogue qui est parlant, qui permet au client d'aller, juste en se promenant dans le catalogue, de trouver qu'est-ce qu'il a besoin de faire comme demande. Le catalogue devrait parler par lui-même, puis il devrait surtout parler au client. OK? On veut le structurer de façon à ce que le client trouve ses réponses. On va penser donc la façon que je fais mes catégories, mes services, mes demandes, tout ça. Qu'est-ce que j'ai écrit? Que ce soit clair, que le client, même aussi la base de connaissances, vient se lier beaucoup au catalogue de services pour trouver mes réponses et peut-être même éviter que je fasse une requête. Est-ce que j'ai trouvé mes réponses juste en regardant le catalogue? Donc, on veut présenter à notre client qu'est-ce que j'offre comme service et aussi, dans une certaine façon, qu'est-ce que j'offre pas comme service. Donc, idéalement, on essaie de bien structurer pour ça. En fait, c'est juste cette slide-là, je voulais juste mentionner qu'on l'a mis là pour un peu clarifier les termes auxquels on va parler tout à l'heure. Fait que je vais te laisser le présenter. Oui, donc si on se fie sur C2, le catalogue C2, on fonctionne avec des tuiles. Les tuiles, on peut mettre un titre, une description, on peut mettre un icône pour clarifier. Ça se retrouve toujours au portail client. Donc, en tant que client, quand moi je veux faire une demande, c'est le portail. Je vois donc cette structure-là de tuiles. C'est toujours aussi séparé en le catalogue est séparé en catégories, qui est séparé en services et ensuite en demande. Donc, la structure reste toujours un peu similaire au niveau de ces deux. Et c'est ça qu'on va prendre comme exemple. On va maintenant passer dans les erreurs à éviter, où on va encore une fois commenter sur la technique et l'expérience et au niveau du catalogue des catégories et services et demandes. Oui, donc, en fait, au niveau, si on regarde le catalogue de requêtes comme tel, ce qu'on veut essayer d'éviter, c'est de rendre le catalogue incompréhensible par le client. On va essayer de se tenir loin des langages techniques, administratifs, des acronymes, des abréviations. Donc, si on écrit MFA, AMF, les gens vont dire qu'est-ce que tu parles de ça? Habituellement, au TI, MFA, on sait c'est quoi. D'autres employés ne sauront pas nécessairement c'est quoi. On va parler d'authentification multifacteur. Donc, on va écrire les termes clairement.
On va aussi avoir une structure qui parle à notre clientèle. Des fois, on va vouloir présenter un catalogue structuré, demande TI, demande équipe infra, équipe application. Ça ne parlera pas nécessairement à notre client. La personne qui s'occupe de la paye va chercher des informations au sujet de la paye, ou moi, en tant qu'employé, je veux une question au sujet de mes congés, je vais aller chercher dans les congés. Même si en arrière-plan, peut-être c'est les RH ou les TI qui vont s'en occuper, il faut que mon catalogue, ce soit clair, ma demande, en tant que client, où je m'en vais. Donc, il faut donner une expérience qui va aider l'utilisateur à trouver ces choses. Du point de vue expérience, puis encore une fois, c'est d'utiliser le langage externe, en fait. Puis, je vous recommande de vraiment porter attention à au langage et aux termes que vos gens utilisent à l'interne. Donc, quand vous pensez à débuter votre catalogue, commencez vraiment à porter attention. Comme Eric disait, tout ce qui est acronyme, c'est un non-non, mais c'est aussi si votre équipe, c'est l'équipe de TI interne, puis que vous appelez ça un VPN, mais que tout le monde à l'interne n'utilise pas ce terme-là, qui utilise plus le résultat de qu'est-ce que ça fait plutôt que comment ça s'appelle, ben à ce moment-là, je vous recommande de vraiment utiliser ce type de langage-là pour vos requêtes parce qu'à la fin, c'est eux qui vont s'en servir. Après ça, en termes de visuel, ce qui va être important, ben, c'est de diversifier vos icônes. Donc, que vous ayez le catalogue, les catégories, les services, de ne pas réutiliser la même icône pour vouloir dire plus qu'une chose. Des fois, on se dit, ça veut dire une chose, ils vont l'avoir oublié, qu'est-ce que ça voulait dire avant, mais non. En expérience utilisateur, quand on enseigne quelque chose à quelqu'un, on ne lui enseigne pas l'inverse 2 minutes plus tard. Donc, si vous lui expliquez que cette icône-là veut dire service TI, ben, dans votre catalogue, au travers de toute l'expérience utilisateur, l'icône va vouloir dire TI. Puis ensuite, ben, ça revient un peu à dire de faire une belle structure, là, mais dans la structure de votre catalogue, vous guidez votre utilisateur d'une certaine façon. Ben, dans les termes à utiliser, vous pouvez y aller de cette façon-là aussi. Puis on va le voir un petit peu tantôt dans les exemples où il y a des catégorisations de catalogues qui sont un petit peu plus un guide que vraiment un nom. Donc, on va pouvoir voir ça dans l'exemple tout à l'heure. En termes de catégories, maintenant, quelques petites erreurs à éviter. Donc, les petites erreurs à éviter quand on catégorise notre catalogue, c'est de mal faire nos regroupements de catégories. Donc, d'y aller un petit peu avec, encore une fois, le langage inconnu du client, parce que nous autres, on le comprend, mais le client ne le comprend pas nécessairement. De mettre on le dit, des descriptions trop longues ou pas de description. Il faut quand même limiter notre texte, mais être clair en même temps sur qu'est-ce que la tuile offre. Donc, puis on ne veut pas en mettre trop. On veut vraiment clarifier pour notre client que ce soit facile à trouver. Donc, quand mon client rentre dans son catalogue, il veut choisir une catégorie, il faut que ce soit clair qu'est-ce qui va se retrouver en dessous de ces catégories-là. Puis ne pas trop en offrir non plus, parce que là, à ce moment-là, on va le perdre à un autre niveau. Exact. Donc, en termes d'utilisateur, c'est pas mal la même chose. C'est un peu comme Eric vient de le dire. Puis c'est toujours les bonnes erreurs, puis les bonnes pratiques à faire, puis les erreurs à éviter de un s'appliquent toujours dans l'autre, plus on va dans le petit aussi. Donc, tout ce qui s'applique pour le catalogue, pour les catégories, s'applique aussi pour le service. Donc, au niveau des services et des demandes, quelles sont les erreurs à éviter? Ben, en fait, plus, comme tu dis, plus on descend dans notre catalogue, dans notre chemin, on vient clarifier qu'est-ce qu'on offre comme service. Donc, on doit toujours garder en tête les descriptions sont importantes. Ils vont aider aux clients à comprendre qu'est-ce que j'offre avec cette tuile-là, avec ce service-là, avec cette demande-là. On va avoir tendance des fois à mettre trop de texte dans nos services. Il ne faut pas oublier qu'en dessous, il y a les tuiles des requêtes. Donc, on peut mettre un texte plus court sur le service. Et quand le client va aller dans le service, les tuiles de requêtes, eux autres, ont parlé aussi pour eux autres, ils vont venir compléter l'information qu'on avait. Donc, le client, oui, ça se peut au début, il va se promener peut-être un peu, mais il va voir qu'est-ce qui est offert comme service, il va le comprendre assez facilement. Si on ne met pas de description, on perd notre client. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Nous, on le sait, on est au TI, on connaît nos services TI. Nos employés
sont plus moins connaissants nécessairement. Donc, il faut penser à eux beaucoup. Pas donner trop de choix, pas faire des demandes trop génériques. Donc, si j'ai trop de choix, je ne sais pas laquelle prendre. Si j'ai des demandes génériques ou pas assez de demandes, ben, je risque de prendre une autre demande à la place pour faire ce que je voulais demander. Donc, on les regroupe bien. Donc, on veut faciliter la vie de notre client. On veut que ce soit facile à lire. Puis, on structure notre catalogue en conséquence. Je le répète souvent, là, mais c'est vraiment ça. On veut structurer notre catalogue pour notre client. C'est pas pour nous, c'est vraiment pour notre client. Mm-hmm. Il faut aussi penser qu'en le structurant et en l'utilisant, il faut trouver un peu comme le spot parfait. Parce que trop de choix, là, on explose nos tuiles, on se ramasse avec beaucoup trop de requêtes, puis l'utilisateur est un peu mélangé. Puis souvent, quand on fait trop de types aussi, il y en a qui sont un peu à cheval entre une et l'autre. Donc, il faut que chaque demande soit vraiment spécifique sans aller trop loin dans le nombre de requêtes. Donc, on va le voir dans les meilleures pratiques. Des fois, c'est quand on commence à la fin qu'on recule puis qu'on se trouve combien de catégories qu'on a. Il y a vraiment plusieurs façons de se rendre là. Puis cette expertise-là, cette expérience-là, des fois, ça vaut la peine de la refaire aussi, juste pour voir si c'est peut-être les demandes qui sont pas bonnes ou les catégories, ou quand on fait la révision, des fois, refaire l'exercice de regrouper vos demandes, vos types de requêtes, vos catégories d'une autre façon, ou voir s'il y en a qui se chevauchent un peu dans leur catégorie, ben, il faut que ce soit clair. Il ne faut pas que, en tant qu'utilisateur, quand j'arrive dans le catalogue, je me demande, cette requête-là, est-tu dans tuile A ou dans tuile B? Il faut que ce soit intuitif. Il faut que je sache où m'en aller. Donc, vous mettre dans les souliers de vos utilisateurs, c'est des bonnes expériences, des bonnes trucs à faire pour voir comment ça va. On va maintenant passer vers les meilleures pratiques. Donc, comment on fait pour bien débuter la mise en place de son catalogue? Éric, raconte-nous ça. Bien, pour bien débuter, première des choses, c'est toujours d'aller chercher les gens qui sont concernés par ce catalogue-là. Donc, oui, il y a l'utilisateur externe, on peut aller chercher quelques représentants, pas trop parce que ça va faire trop de bruit, mais des gens clés. On va aller chercher qui offre le service. Donc, l'équipe concernée à offrir ce service-là, ceux qui le connaissent, vont participer à l'élaboration du catalogue. Puis, on va donc débuter en y allant tout doucement. Justement, on va regarder qu'est-ce que j'ai en ce moment en place. Je vais commencer par ce que j'ai, je vais le structurer un peu, puis ça va être mon départ de catalogue. Et par itération, on va commencer à travailler notre catalogue pour augmenter ce qui est là ou pour ajuster aussi là, ce qui est à ajuster. Il n'y a pas de recette magique. On va commencer notre catalogue soit en regardant qu'est-ce que j'offre comme service à mes clients, puis là, je vais décider quelle demande je devrais envoyer à mes clients, qu'est-ce que je vais leur présenter, ou on va aller à l'inverse, plutôt, on le sait qu'est-ce qu'on offre comme requête, mais on n'a pas élaboré ça en service comme tel. Donc, on va faire l'effet inverse. Moi, j'offre toutes ces demandes-là à mes clients, ou c'est les demandes qu'ils me font habituellement. Je reprends ça, je les classe en service, en catégorie. Là, ça va me permettre de fabriquer mon catalogue de requêtes de service avec ça. Donc, c'est ce qui nous permet, là, pour débuter. Tu peux changer de slide, Maud, ou si tu as un commentaire, c'est bon. Donc, là, si on parle de groupe témoin et autres, donc ce qu'on cherche à faire ici, là, ça va être d'impliquer nos gens, puis aussi de comprendre avec le temps comment ça fonctionne, ou avant même de le déployer à tous, dans un déploiement en pilote, on va présenter à des utilisateurs quand même concernés ou sélectionnés pour nous aider à voir est-ce que le catalogue correspond aux besoins. Donc, on va aller chercher leurs commentaires, on va aller mettre en place les corrections qu'il y a à mettre sur le catalogue pour le rendre plus intéressant pour tous. Faut se dire quelque chose aussi d'important quand on dit on fait des tests et on ajuste. On va absolument rencontrer 80% des besoins de nos clients. Il y a un 10-20% qui est de l'exception.
Si vous tombez à essayer de voir toutes les exceptions rencontrées, vous allez perdre beaucoup, beaucoup de temps, puis ça va être très, très, très difficile. C'est là que votre catalogue va commencer à être complexe. Fait que vos exceptions, il y a moyen de les gérer de façon à ce que ça soit quand même pris en compte. Mais si c'est une personne sur 1000 qui a cette demande-là, même ça ne vaut peut-être pas la peine là, de l'avoir au catalogue clairement. Okay? Donc, c'est le bout là, qu'il faut penser aussi. De mon côté à moi, en fait, le point d'observer les utilisateurs finaux se servir de votre catalogue pour son bon fonctionnement. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui arrive juste une fois dans la vie. Donc, si votre entreprise, que ce soit un catalogue utilisé à l'interne ou à l'externe, si c'est un catalogue utilisé à l'interne, à ce moment-là, c'est quelque chose qui n'est pas super difficile. Vous pouvez organiser un événement à l'interne, un genre de lunch and learn si ça vous tente, puis de prendre le feedback de l'interne. Vraiment juste demandez à vos utilisateurs, c'est quoi les bobos de notre catalogue? Y a-t-il quelque chose qui vous mélange à chaque fois? Ou, si vous voulez, vous pouvez aussi le faire en genre de groupe pilote ou dans une salle de formation, par exemple, vous donnez une situation donnée à tout le monde, vous les mettez en face de votre catalogue, vous vous asseyez en arrière de la salle, puis vous regardez leur écran tranquillement sans rien dire. Ça aussi, c'est une belle, en termes d'expérience utilisateur, c'est des expériences des fois qui, nous, on est tellement sûrs de notre affaire quand on bâtit quelque chose. Quand on se rend compte en arrière et qu'on les voit aller, on se dit « Ouf, je me suis plantée! » Puis des fois, on s'est planté soit parce qu'on pensait qu'une icône voulait dire quelque chose. Pour nous, c'était clair, clair, clair. Finalement, l'utilisateur ne la comprend pas. Ou des fois, c'est les termes qu'on a utilisés, c'est la façon qu'on l'a catégorisé. Donc, il n'y a rien dans la vie qui va valoir le test physique réel. Donc, si c'est des utilisateurs internes, comme je vous disais, vous pouvez l'organiser. Vous pouvez même l'organiser de façon récurrente. Vous pouvez faire ça une fois par année. Vous pouvez faire ça une fois aux 6 mois. Tant que vous ne le faites pas juste une fois, puis que les dinosaures ont le temps de mourir depuis. Puis si vos utilisateurs... Je vais recommencer cette phrase-là. Si vos utilisateurs sont externes, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez des meetings avec eux ou si vous avez des événements VIP ou si vous faites des 5 à 7 de temps en temps, des fois, vous pouvez faire une salle qui est un petit peu plus fermée ou quelque chose comme ça, puis prendre le temps de demander à vos utilisateurs comment ils se sentent quand ils utilisent votre catalogue. Bien sûr, il y a plein de façons de le faire avec des formulaires en ligne, puis de poser des questions, puis de recevoir de la data. Mais ça vaut toujours plus la peine d'avoir l'émotivité, d'avoir le contact visuel avec la personne, puis de pouvoir les écouter de façon active, parce que la data d'un formulaire ne vous donnera jamais le quand la personne est en train de naviguer le catalogue. Tandis que quand la personne vous parle, ils vont vous le faire, le petit. Donc, ça, c'est quelque chose qui est super important, puis c'est des choses sur lesquelles vous avez le contrôle, puis vous avez le pouvoir dans votre catalogue. Donc, le but à la fin, c'est que plus ça va, plus vous faites vos groupes d'observation, moins en moins il y a de puis mieux ça va dans votre catalogue. Ouais. Puis ça, je pourrais juste rajouter aussi tes groupes témoins, tes utilisateurs. Des fois, on a une idée de quel service on offre à notre clientèle, sauf que notre clientèle, c'est d'autres choses qu'elle a besoin. Elle prend comme différemment le service, en fait. Donc ça, c'est pour ça aussi que c'est important de leur parler et d'évaluer si notre catalogue répond à leurs besoins. Maintenant, on en parle, on en parle, on en parle. Comment on fait pour évoluer avec notre catalogue en vie, le garder vivant? Donc, c'est un principe d'amélioration continue. Donc, on prend en note comment que les utilisateurs l'utilisent. On en a parlé, on fait des groupes témoins, des rencontres. On essaye de voir si ça répond aux besoins. On peut envoyer des sondages aussi qui sont ciblés sur l'utilisation du catalogue. À quelques demandes, on envoie un petit sondage, voir si ça répond bien ou si on sent qu'on a des demandes qui sont moins utilisées. On peut se faire avec ces des rapports sur l'utilisation d'une demande. Est-ce que j'ai beaucoup de demandes pour est-ce que j'ai beaucoup de biais basés sur une certaine demande ou pas du tout? Donner une idée si c'est utilisé ou pas. Ou encore, avoir un moyen pour, quand je reçois une demande, si elle est mal classée. Donc, le client m'a utilisé un formulaire de demande pour une chose, mais il me demande totalement d'autre chose. À quelle fréquence ça arrive et pour quelles raisons à peu près? Donc, si on est capable d'avoir un suivi avec ça, donc, on va se donner une meilleure idée. Peut-être que c'est un cas de catalogue la demande n'est pas la bonne, est manquante, ou des fois, c'est un cas d'explication, de formation aussi. Donc, mais au moins, il faut aller chercher ces infos-là pour savoir comment faire évoluer le catalogue. Donc,
comme les points qu'ils disent ici, là, on le révise régulièrement, on mesure la performance, on étudie les comportements, on ajuste avec le temps. On ne faut pas se gêner de restructurer légèrement. C'est mieux d'amener des petits changements au catalogue régulièrement que d'en amener un gros qui chamboule tout des fois. C'est bon de temps en temps, mais d'autres fois, pas trop souvent non plus. Il ne faut pas trop tout changer régulièrement. Donc, on fait des petits changements. En effet, aussi, en faisant des petits changements à la fois, quand on parle de design, d'expérience utilisateur ou même de design graphique, de marketing, on appelle ça un test AB. Si vous faites un test et que vous changez, vous avez A, vous changez dans la même test, vous changez B, C, D, E, F, G, vous ne saurez pas c'est lequel qui a fait le bon changement. Donc, comme Éric dit, de faire des petits tests en incréments simples, puis souvent, va vous mener plus à un bon résultat que tout changer à la fois parce que vous allez perdre un peu le cap sur qu'est-ce qui a fait un bon changement. Ensuite, juste un petit récapitulatif de bonnes pratiques d'expérience utilisateur. Quand on parle de votre catalogue, essayez de vous limiter à 6 à 9 tuiles. C'est un peu comme le chiffre secret de ne pas aller trop loin. Au-delà de ça, on perd un peu l'attention des gens. Puis souvent aussi, on se ramasse un peu avec ce que je disais tantôt, là, 2 demandes qui vont un peu chevaucher 2 catégories ou 2 services. Donc, c'est vraiment un bon chiffre à avoir comme nombre de tuiles. Ensuite, c'est essayer d'inclure la description le plus possible, surtout au niveau des services et des demandes, mais toujours en évitant de mettre trop de quoi? Trop de tout. Trop de titres, trop de descriptions, trop de détails, trop de place, juste trop. On garde ça simple. On garde ça simple pour que ce soit simple à comprendre. Souvent aussi, un genre d'exemple que je me mets dans ma tête, c'est un peu quand on était au primaire. Tout était facile à comprendre, mais les professeurs l'ont fait pour que ce soit facile à comprendre, pour pas que l'utilisateur se pose de questions. Donc, c'est le même genre de niveau de clarté que vous voulez avoir dans vos demandes. Puis bien sûr, comme on a dit un peu depuis le début, c'est important de tester vos titres, tester vos icônes, tester vos termes avec vos groupes témoins, un peu comme je disais tout à l'heure, de les observer, faire l'utilisation de votre catalogue puis de prendre vos notes. Ouais. Puis, si je peux rajouter, c'est ça, on parle des descriptions, mettre des descriptions courtes et claires, là, que le client, c'est facile à lire. Utiliser les tuiles, donc la catégorie, le service, la demande. La description va se suivre. Donc, on vient clarifier en descendant dans les tuiles, c'est quoi le service qui est offert, c'est quoi les demandes possibles. Puis, quand on parle de la quantité de tuiles, on dit 6-9, c'est un chiffre un peu magique pour dire, c'est suffisant. À l'écran, j'en ai pas trop, j'en ai assez. Ça peut être 2-3, là, ça dépend de c'est quoi votre besoin. Mais passer 6-9 tuiles, on tombe dans l'effet j'ai trop de choses à l'écran. Je suis plus capable de lire. Ou encore, là, il faut penser aux gens qui ont des laptops et que l'écran est plus petit, pas une aussi bonne résolution que nos gros écrans qu'on a des fois au TI. Et là, les passer 6 tuiles, là, on commence à les perdre, il faut scroller dans l'écran. Il faut penser à ça. Les utilisateurs ne sont pas forts sur se promener sur le bord de défilement pour trouver les tuiles. Donc, c'est des petits détails comme ça qu'il faut garder en tête. Ça fait un bon bout qu'on vous parle. Là, on va rentrer dans la critique et l'analyse de 3 différents catalogues. Donc, comme je vous disais en tout début, c'est des catalogues qui ont été anonymisés. Ce n'est pas des exemples réels. Par contre, c'est des exemples qui sont inspirés de plusieurs de nos clients ou catalogues qu'on a déjà vus au travers des années, comme on peut dire. Donc, on a l'exemple mauve, l'exemple rouge et l'exemple bleu. Donc, commençons avec le catalogue mauve. Oui, donc dans cet exemple-là de catalogue, on est au niveau des catégories. Dans ces deux, ce qu'on va souvent vous dire dans nos ateliers, c'est qu'on va séparer notre catalogue, les requêtes dans des services, les services dans des catégories, et on va mettre ça dans des catalogues. On va présenter des catalogues avec ça, et on va dire, non, ton service doit représenter ce que tu offres comme service. L'approche ici est un peu différente. On y va avec une catégorisation au niveau qu'on dit, c'est brisé, je veux faire une nouvelle demande, j'ai d'autres types de demandes. Donc, on a séparé un peu, ce qui n'est pas mauvais pour certains cas d'utilisation.
où on est sorti un peu du lot TI, RH, etc. On s'en va plus à un niveau de « Ah, j'ai besoin de quelque chose, puis c'est une nouvelle demande, c'est brisé ou c'est d'autres questions que j'ai. » Donc, ça, c'est intéressant. Les icônes sont bien adaptées. Il y a une description. C'est clair qu'est-ce qu'on veut ici. Maud? Oui, moi, quand je vois un catalogue comme ça, vraiment, ce que je vois, puis c'est vraiment une tendance qu'on peut voir aussi dans l'expérience utilisateur en termes de publicité, de website, de médias, de comptes médias sociaux de compagnie. On est vraiment en train de voir de la part des organisations un shift vers l'utilisateur, l'humain. Donc, quand je vois un catalogue comme ça, moi, je le vois comme étant très, très tendance en termes de structure où, en tant qu'utilisateur, j'arrive, je me pose pas vraiment de questions sur c'est quoi la différence. J'ai 4 places à aller, je sais ce que c'est. Les icônes ont été différenciées, ils fit avec le titre. Donc, pour moi, en termes d'utilisateur, ce catalogue-là est clair. Même s'il sort un petit peu des normes, puis c'est très différent des anciennes pratiques ou des recommandations utiles, par exemple. Donc, dans cet exemple-ci, si on passe d'une catégorie et qu'on passe à faire une nouvelle demande, par exemple, donc là, on tombe dans l'onglet Service du même catalogue mauve. Oui, donc du même catalogue. Là, ça se gâte un peu ici parce que le problème qu'on se retrouve avec, c'est, bon, il n'y a pas de description. Oui, j'ai dit, je veux faire une nouvelle demande, une demande de congé, une demande de salaire, une demande d'assurance collective, oui, mais quoi encore? Donc, les titres ne sont pas assez clairs, ça prendrait un petit peu de description. Les icônes ne se rapportent pas très, très non plus aux services qui sont là. T'sais, retraite, on a mis 2 livres. Fonds de pension, on a mis plein de feuilles. Fin d'emploi, un signe de quelque chose d'important ou Attention. dangereux. Attention. Souvent, moi, je l'utilise pour les incidents, là, cette Ouais. icône-là. Donc, c'est ça. Donc, c'est là qu'on a manqué un peu à ce niveau-là. Je suis 100% d'accord avec toi aussi. Les icônes sont semi-reliées. Si je vois un calendrier dans ma vie, je ne pense pas nécessairement congé, je vais penser calendrier. Il faut aussi un peu penser aux icônes à l'extérieur de ces deux. On a toutes des attentes sur qu'est-ce que ça représente une icône. En tant qu'utilisateur, si je vois le classique petite disquette magnifique que les Gen Z ne savent pas ce que c'est parce qu'ils n'en ont jamais vu, entre nous, on sait que ça veut dire enregistrer. C'est un standard qui est là depuis l'aube des temps au point où le symbole a survécu la technologie. Par contre, ici, il faut penser un peu à la même chose. Oui, il y a une banque d'icônes qui est limitée, donc on n'a pas accès à tout ce qu'on veut nécessairement. Par contre, s'il y a une icône qui veut déjà dire quelque chose dans le monde à l'extérieur de ces deux, ben essayez de vous en rapprocher le plus possible parce que vos utilisateurs ont déjà ce langage-là dans leur tête. Donc ici aussi, j'irais même jusqu'à dire que les demandes sont un peu mal classifiées peut-être. Si je parle de fin d'emploi puis de retraite, je trouve que ça se chevauche un petit peu, personnellement. Donc, ils pourraient même être regroupés ensemble dans une autre catégorie ou dans un autre. C'est une terminaison de quelque chose. Donc, il y a un peu de travail à faire ici, mais somme toute, l'approche à la structure et tout est vraiment très bien. Donc, qu'est-ce qu'on était prêt à passer à l'autre Oui, on exemple de passe à catalogue? l'autre. Super. Donc, on passe à l'exemple rouge. Celui-là, c'est vraiment un exemple au niveau des demandes. Donc, je te laisse nous Oui, lancer ton opinion. c'est ça. Donc, encore une fois, il y a un manque de description. On a utilisé le mot problème partout. Donc, c'est clair qu'on se retrouve dans un service qui est j'ai un problème avec quelque chose et voici le type de problème que tu peux avoir. Ça devient un peu, bon, on pourrait dire redondant. Il y a d'autres façons de démontrer, OK, j'ai un problème avec quelque chose. On dit problème de caisse, problème d'appareil, problème logiciel, problème d'écran. C'est sûr que ça dépend des organisations. Il y a des organisations qui, eux, une structure de cette façon-là va être bien fonctionnelle. Moi, je le vois dans une organisation qui offre quand même un nombre de services limité
et que c'est très, très clair, OK? Un magasin, par exemple. Oui, j'ai un problème avec ma caisse. Puis j'ai un problème avec mon imprimante. C'est clair pour eux autres, pour ces employés-là, qu'est-ce qu'ils ont besoin de demander. Une organisation plus grosse que ça ça va être perdant un peu, ce type de catalogue-là. Donc, des descriptions, c'est important. Les icônes semblent quand même bien utilisées. Donc, ça, c'est bien. Puis, ouais, c'est ça. Bon, je te lance la balle. Oui, de mon côté, à moi, un peu comme tu dis, non seulement il y a le mot problème partout, puis quand on parle de recherche rapide à l'intérieur de la plateforme, là, on va venir un peu se piler sur les pieds parce que tout d'un coup, si on tape problème, ben, elle n'est plus si rapide que ça, notre recherche. Il y a au moins 4 choses qui sortent juste du point de vue tuile. Donc, au niveau des icônes ici, je trouve que ça va mieux que tantôt. Vraiment, c'est des choses qui sont liées. Plus, un problème d'appareil, on ne se cache pas qu'on a tous eu des problèmes d'imprimante dans notre vie, fait que probablement que c'est le meilleur appareil pour représenter un problème de frustration. Après ça, celui-là, c'est un exemple qui est assez simple, mais encore une fois, moi, c'est le manque de description aussi qui va venir créer un peu de confusion. Puis probablement aussi que dans un exemple comme ça, il y a peut-être des chevauchements de service à service qui vont faire en sorte que ce n'est pas toujours la même expérience en termes de demande. Puis ça, dans le fond, on va le voir dans le prochain exemple, qui est l'exemple bleu, qui est un exemple dans lequel on est allé un petit peu plus loin. Cette fois, on a vraiment parti du catalogue, puis après ça, on va vous montrer en termes d'expérience utilisateur au travers de tout ce catalogue-là, qu'est-ce que les problèmes pourraient être un petit peu. Donc ici, on se retrouve au niveau catalogue du catalogue de requête de services bleu. Donc ici, qu'est-ce que tu en penses, Eric? Ben, même chose qu'on dit depuis le début, il manque de description. Les services sont quand même, il y en a combien? Il y en a 6. La limite est bonne. C'est quand même relativement clair qu'est-ce qu'on offre comme service. Ça pourrait être un peu mieux structuré parce que pourrait peut-être se mélanger entre développement logiciel, produit, TI d'entreprise. Donc, il y a une petite clarification à venir amener là. Mais sinon, en gros, c'est acceptable, je dirais. C'est ça. De mon point de vue, c'est un peu la même chose aussi. Quand on parle surtout en termes de développement logiciel, conformité, sécurité, TI d'entreprise, ça peut se chevaucher un petit peu. Donc, on voit que TI d'entreprise, il y a une description. Par contre, elle dit que c'est la même chose que le titre un petit peu. Donc, je serais peut-être allé un petit peu plus loin dans cette phrase-là et venir rajouter comme la même chose à toutes les tuiles pour faire une belle différence. En termes des icônes, ben, à ce moment-là, je pense que ça parle de soi, sauf peut-être une nouvelle demande logicielle. Les autres sont quand même clairs. Donc, des fois, on comprend qu'on fait avec ce qu'on a aussi, puis qu'on trouve le mieux, là, mais c'est somme toute bien à ce niveau-ci. Donc, là, on imagine que tous ensemble, on prend notre souris puis on clique sur légal. Puis là, on se ramasse ici. Qu'est-ce qui se passe dans mon expérience? Ben, là, ça se gâte légèrement dans le sens que j'ai aucune description. Que les termes sont peut-être un. Faut que tu saches là, où tu t'en vas. De légal, je passe à un service légal, OK. Légal vente, légal question, légal produit. On ne sait pas trop ce qu'on s'en va exactement. Donc, oui, description, c'est important. Les icônes, on essaye de mettre des icônes en lien avec ce qu'on a là. C'est proche, mais il y a un petit manque. Oui, encore là, ici, notre recherche rapide est soudainement pas si rapide que ça. Parce que si je tape légal, j'ai non seulement le catalogue, mais j'ai toutes les tuiles ici aussi. On peut voir aussi facilement que celui-là, d'après moi, en tout cas, c'est un catalogue qui a été fait par l'équipe légale, puis s'est dit c'est quoi nos questions, ça doit être à peu près ça, tout. On donne la liste à l'équipe qui monte le catalogue, puis ça l'arrête là. T'sais. Donc, je pense qu'il y a une chose qui est importante dans la mise en place d'un catalogue, c'est d'en faire un élément rassembleur à l'intérieur de votre compagnie. Parce que si je recule ici, que je me ramasse ici, puis là, mettons, on va faire la même expérience, là, on est ici, puis tout d'un coup, on clique sur TI d'entreprise. Je suis la même personne qui utilise le même catalogue. Je me ramasse dans légal, tout d'un coup, je sors de là, puis je vais dans TI d'entreprise, puis je me retrouve ici. Ça, Donc, là, en on a une termes expérience qui est d'utilisation, différente, là.
Exactement, c'est On se très, retrouve avec très des différent. descriptions, on les a floutées par respect. Mais j'ai des descriptions sur les tuiles, ça me permet de savoir c'est quoi. J'ai quand même beaucoup de tuiles. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, là, mais il y en a une 13e en bas là, à gauche. Oui. C'est trop de tuiles. Je suis obligé de faire aller la barre de défilement. Si mon écran est encore plus petit, je vais avoir encore moins de tuiles à l'écran, là. Et je vais en avoir 3 colonnes au lieu de 4 à un moment donné. Donc, euh, intéressant parce que j'ai quand même des descriptions, j'ai quand même des titres. Je vais trouver ce que je cherche, mais il y en a beaucoup. Mhm. Une autre chose qu'on voit mal aussi parce que c'est flouté, mais dans ces tuiles-là, il y a des tuiles où le vrai texte, avant de le mettre flou, était tellement long qu'il est coupé par la tuile. Donc, chose à noter, c'est que dans les tuiles elles-mêmes, il n'y a pas de barre de défilement. Donc, c'est votre responsabilité de garder le texte court et direct de façon à ce qu'il soit contenu dans la tuile, mais de façon encore plus importante, facile à comprendre. Si vous avez trop de texte sur votre tuile et que vous sentez le besoin de l'expliquer, je vous demanderai de reconsidérer la tuile parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. T'sais, si on est rendu là, puis que la solution, c'est de mettre plein de texte, ben c'est que c'est pas assez clair. Ça peut être un bon symptôme. Donc, comme je disais tantôt, de vraiment prendre un moment de rassembler vos responsables de service ensemble, puis de profiter de ça pour en faire un peu un projet à l'interne. Dans ce cas-ci, si la personne de TI d'entreprise qui est responsable de ce catalogue-là s'assoit avec la personne qui est responsable de légal, s'assoit avec la personne qui est en charge du catalogue en soi, puis qu'on parle tous des enjeux ensemble, puis qu'on prend le temps d'écouter ce webinaire-ci pour les bonnes pratiques, puis qu'on veut avancer tous ensemble à ce moment-là, il n'y a pas de raison pour lesquelles l'expérience utilisateur devrait être si différente d'un département ou d'une entreprise à l'autre. En faisant l'exercice tous ensemble, ben à ce moment-là, tout le monde va avoir les mêmes enjeux, les mêmes requis, puis va en découler la même expérience utilisateur par la suite. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à ajouter, Eric? Non, j'ai pas vraiment d'autres choses à ajouter. Super. Il y a des belles questions là, dans le chat. C'est ça, je vois le temps J'ai hâte qui de arrive, regarder moi ça. aussi. Fait que Mhm. je vais, avant qu'on aille vraiment profondément dans les questions, je veux juste vous avertir que si vous avez un petit peu de temps à midi, nous, on n'arrêtera pas ça là. On va prendre le temps d'adresser les questions. Donc, si vous voulez rester un petit peu avec nous, allez-y. Je vais juste faire mon petit. Ceux qui ont mis des questions dans le chat, j'en ai noté quelques-unes. Bien sûr, comme Martine a dit dans le chat, c'est pas toujours des questions pour le groupe. Donc, il y en a qu'on va garder puis qu'on verra par la suite parce que c'est des cas plus particuliers pour certains de vos environnements. Les questions qui ont attrait un peu à des questions plus générales, on va pouvoir les adresser ensemble ici. Donc, si vous avez des questions qui vous popent pendant que je fais la conclusion, allez-y, puis on va faire la ronde de questions par la suite. Donc, très rapidement, vous avez ici le code QR pour notre sondage sur comment vous avez aimé le webinaire d'aujourd'hui, puis aussi, comme je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qui vous intéresse pour les prochaines fois. Donc, vous allez recevoir ça par la suite aussi par courriel. Puis, pendant qu'on va répondre aux questions, je vais mettre des liens dans le chat pour tous aussi. Je voulais aussi prendre une petite minute pour vous annoncer qu'on a un e-book qui est gratuit, qui sort tout bientôt. En fait, c'est un catalogue de requêtes de services en 6 étapes pour réussir. Donc, quand on vous parlait un petit peu des bonnes pratiques puis de par où débuter tout à l'heure, c'est le sujet de ce e-book-là. Donc, c'est pour vous aider un petit peu à commencer ou commencer votre révision du bon pied, les bonnes pratiques. Le lien va être dans le chat aussi par la suite. Donc, dernière chose, le mois prochain, le webinaire sera sur l'habilitation au changement. Donc, en novembre dernier, on a parlé d'un gros changement institutionnel. Qu'est-ce qu'on fait au travers de la mise en place de ce changement-là? Ici, on va parler plus vraiment des demandes et des requêtes de changement. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça va être beaucoup de démos en février. Donc, je vous invite à vous inscrire déjà. Bien sûr, vous allez recevoir par courriel et d'autres invitations d'ici le 28 février. Mais on a déjà notre sujet, donc on vous invite par la suite à nous rejoindre le prochain dernier mercredi du mois à 11h. Et maintenant, les questions. Éric, je te laisse y aller parce qu'il y en a une qui te motive. Fait que vas-y. Oui, c'est ça. Ben, c'est Michel Lalonde qui parlait des entreprises et des catalogues.
Donc, dans l'organisation, les entreprises, chez eux, c'est en fait les services administratifs, les départements. Puis elle dit comment que je peux partager un catalogue à mes clients en fonction que ben, dans ce service-là, dans cette entreprise-là, j'ai plusieurs personnes, mais ils n'ont pas les mêmes besoins. En fait, dans ces deux, c'est la structure de partager les catalogues, c'est via les entreprises. Donc, quand on structure notre organisation en entreprise, donc pour ces deux, c'est un terme entreprise qui veut dire un contenant qui a avec des clients à l'intérieur. Sur l'entreprise, je peux mettre un ou plusieurs catalogues qui concernent ces clients-là. Si je veux présenter une demande à un groupe en particulier, mais je ne veux pas que les autres voient cette demande-là du tout, je n'ai pas le choix d'aller créer une nouvelle entreprise pour mettre le catalogue sur cette entreprise-là. L'autre choix que j'ai, c'est au niveau du client lui-même, je peux lui mettre un catalogue personnalisé. Donc, oui, je viens contourner mon entreprise, je présente un catalogue personnalisé. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ça va être le seul catalogue disponible pour ce client-là. Si sur l'entreprise, j'avais 5 catalogues avec différentes demandes et je vais mettre sur ce client-là un catalogue personnalisé, j'ai plus mes 5 catalogues. J'ai uniquement le catalogue personnalisé. Donc, ce catalogue-là devra contenir toutes les demandes que le client a besoin. Donc, c'est mieux d'avoir une structure d'entreprise un peu différente pour réussir à bien présenter les catalogues à notre clientèle. C'est un enjeu là, dans les centres de services scolaires, les cégeps universités, là, tout ce qui est éducation. C'est des gros services, des grosses structures. Donc, il y a plusieurs moyens après ça d'aller voir comment gérer mon emplacement pour mon employé, tout ça. Ça, c'est des choses qu'on peut regarder là, en atelier. Mm-hmm. Puis, tu viens de le dire, Eric, dans le fond, il faut savoir aussi que chez C2, on a une équipe d'analystes d'affaires qui font ça tous les jours, revoir des structures de catalogue, puis aider des clients, puis faire des ateliers, puis accompagner. Donc, vous n'êtes jamais tout seul là-dedans aussi. Là, on a une équipe pour vous aider. J'ai vu aussi une autre question dans le chat avant d'attaquer peut-être d'autres questions qu'on avait reçues à l'avance. Il y avait M. Joël Tremblay, dans le fond, qui demande est-il préférable de créer un catalogue par département interne, exemple RH, TI, ressources matérielles, ou un seul catalogue puis d'utiliser les catégories? Ça va dépendre de la quantité de demandes que vous avez puis comment vous voulez partager les demandes. Donc, je vous dirais que, Joël, je pense que c'est dans un centre de service scolaire. Tu vas vouloir peut-être offrir un catalogue par service administratif pour pouvoir bien structurer. Puis l'autre chose que j'aime faire aussi en ayant une entreprise par service administratif, c'est que des fois, mes gens des ressources matérielles vont avoir des demandes que mes enseignants, par exemple, n'auront pas. Donc, je vais mettre un catalogue pour les ressources matérielles sur l'entreprise ressources matérielles. Ça va leur permettre de voir des demandes au sujet des systèmes de climatisation, etc., systèmes d'alarme, que je ne mettrai pas à quelqu'un d'autre. Donc, c'est difficile de dire un ou l'autre, ça dépend de tes besoins à toi. Mais c'est Parce ça. que les deux Donc, se font. Les deux se font. Les deux se font. Donc, c'est vraiment, en ayant un catalogue RH-TI, tu as un niveau de plus de structure. En ayant un seul catalogue avec des catégories RH-TI, etc., tu viens tout mettre ensemble dans le même catalogue. Puis on l'a vu un petit peu aussi dans certains exemples qu'on a donnés. L'exemple bleu, par exemple, était un peu comme ça, où tu avais vraiment le département légal, tu avais le département développement, le département produit. Puis les autres exemples qu'on a donnés, c'était plus des exemples qui étaient un peu focusés sur l'outcome. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, est-ce que c'est une requête? Est-ce que c'est quelque chose de brisé, quelque chose de perdu? Après ça, il y a beaucoup de questions qui sont en termes de la plateforme C2 elle-même. Sachez que si c'est des demandes de fonctions ou des choses comme ça, nous, on fait parvenir ça à l'équipe produit, mais on n'attaquera pas ces questions-là pendant le webinaire parce que c'est ça, on vous écoute, mais on n'a pas nécessairement la réponse aujourd'hui. Donc, si je me fie un petit peu aux autres questions qu'on avait reçues en prévision du webinaire d'aujourd'hui, donc, qu'est-ce qui devrait faire partie des groupes témoins quand on parle de débuter ces groupes-là et de parler à vos utilisateurs? Ça devrait être qui? Éric. Excuse-moi, je suis en train de lire une autre question Ouais. à l'écran. T'en as trouvé une autre intéressante. Ouais, mais excuse-moi.
Il n'y a pas de Répète-moi ça, s'il te problème. plaît. Donc, qui devrait faire partie du ou des groupes témoins quand on parle de mettre en Oui. place un catalogue de services? Bon, pour les groupes témoins, c'est certain, là, j'en ai parlé un petit peu tantôt, on va aller chercher des représentants de nos utilisateurs finaux. On va aller chercher surtout qui offre le service, qui est responsable d'offrir ce service-là. Et on va aller aussi essayer, quand l'organisation est plus grosse, d'aller chercher une ou deux personnes qui représentent là, d'autres services, d'autres équipes qui ont besoin de ça. Donc, on va se construire une petite équipe comité qui va être un peu composé de tous ces gens-là. Il faut que ce soit des gens qui utilisent le service, qui offrent le service, en fait. Super. Là, je me rends compte aussi qu'on a dépassé l'heure. Donc, si vous devez quitter, ne vous inquiétez pas. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui sont encore ici, on a encore quelques questions. Donc, Éric, si ça ne dérange pas, on va peut-être se rendre jusqu'à 10, puis après ça, on va souhaiter bon appétit à tous. Bon. Donc, au niveau de la prochaine question, quand on parle de catalogue, par où est-ce qu'on commence pour le construire, pour l'organiser? OK. Donc, on va se fier aux bonnes pratiques. OK? ITIL nous dit, garde ça simple, commence par où tu es présentement. OK? Donc, tu as des choses entre les mains en ce moment. Liste, c'est quoi ces choses-là? Et tu construis ton catalogue à partir de là. Tantôt, ce que j'ai dit, c'est tu regardes les demandes c'est quoi les gens, qu'est-ce qu'ils te demandent, puis là, tu peux construire ton catalogue à partir de ces demandes-là, ou quel service j'offre, qu'est-ce que je veux offrir exactement comme service à détail, et je vais y aller avec ça. Donc, je vais décortiquer mon service en type de demande que les gens peuvent me faire. C'est pas mal par là qu'on va commencer, et surtout d'impliquer nos gens concernés. Surtout. Dès le départ aussi. Oui. OK. Une autre question que moi, je me demande, en fait, c'est quoi les indices que ton catalogue est mal structuré? Ben, on a vu des requêtes qui sont génériques, qui sont similaires. Il y a des manques de description, donc ça, on a parlé beaucoup. Quand tes clients commencent à ne pas l'utiliser, puis ils t'appellent directement, ils t'envoient des courriels, ils vont te le dire. Ils disent, mon catalogue ne me tente pas de m'en servir, c'est pas clair. Fait que la réponse est claire. Ton catalogue est mal structuré, les gens ne veulent pas le prendre. Ou ils vont prendre des demandes, puis ils vont détourner le sens de la demande pour te faire une autre requête. Donc, OK. ça, Ouais. c'est ça. Donc, c'est un signe que ton catalogue est mal structuré. Si tu as beaucoup de niveaux, beaucoup de demandes, on l'a dit, 6 à 9 tuiles, si tu dépasses ça tout le temps, il va falloir refaire la structure. OK. Fait que si je comprends bien, en fait, c'est les symptômes vont arriver dans l'utilisation que tes gens en font. Oui. Donc, si on reçoit des demandes avec une requête qui n'a pas rapport avec ce que l'utilisateur veut, mais que finalement, il a perdu patience, il a pris la première sur le bord, puis il a demandé ce qu'il voulait demander en bout de ligne. Ou un peu comme la petite blague que je disais tantôt, s'il y a trop de quand les gens vous en parlent, ben ça aussi, ça peut être un symptôme, je pense. Oui. Oui, Il faut super. prendre le pouls de notre clientèle. Oui, C'est absolument ça. poser des questions, essayer de comprendre. Puis là, on fait de temps en temps un petit sondage, un petit Ouais. meeting. Puis, dernière question, je pense, parce qu'après ça, on va probablement manquer de temps. En fait, on en manque déjà, mais on va manquer du temps qu'on ambitionne. Donc, si je me rends compte justement que c'est mal structuré, j'ai beaucoup de requêtes fausses, puis des gens qui arrivent là, je commence par où pour faire une refonte en parallèle du catalogue que j'ai déjà en ligne? Donc, ce que tu vas faire, c'est que, tu vas essayer de te poser la question, qu'est-ce que je veux comme catalogue idéal? Qu'est-ce qui devrait avoir l'air? Donc, tu gardes ton catalogue en ligne, tu n'y touches pas pour l'instant. Et tu as cette idée-là, tu te fais ton image et tu vas aller chercher, tu vas aller voir dans ton catalogue actuel qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui peut être gardé. Puis ensuite, tu vas commencer à élaborer tes nouvelles demandes complètement à côté. Tu fais des nouveaux services, des nouvelles demandes que tu ne vas pas afficher dans le catalogue actuel. Puis, pour les demandes que tu voulais garder du catalogue actuel, souvent, ce qu'on va faire, c'est une copie de cette demande-là qu'on va venir intégrer dans notre nouveau catalogue. Et quand tu es prêt, toujours faire de la bonne communication à tes clients pour dire qu'il y a un changement qui s'en vient, qu'on travaille sur un nouveau catalogue, annoncer la date de mise en production, avoir un bon plan là, de changement. Puis, le jour de la mise en production,
on enlève l'ancien catalogue, on met le nouveau. Puis, on fait juste ne pas le présenter aux gens. OK? Tu Les regardes demandes, on comment peut les ça se mettre passe, puis c'est privées, tes on conclusions. peut... Pardon? Tu regardes comment ça se passe, puis t'en fais tes conclusions, dans le fond. C'est ton Oui, groupe c'est ça. témoin. Pour ça, tu veux voir là, comment que ça va, les gens vont réagir avec ce nouveau catalogue-là. Là, c'est super important. Là. Super. Puis avec ce que tu viens de dire aussi, tu viens de me faire penser que quand tu as parlé de faire le plan de communication, le plan de lancement, puis tout ça, ça revient un peu au webinaire qu'on avait fait en octobre dernier où Mélila parlait de qu'est-ce qu'on fait quand on fait face à un changement, comment on fait affaire avec les sceptiques ou les gens qui sont un peu dissonants du groupe, comment on fait pour faire un plan de communication positif. Donc, si jamais vous avez un nouveau catalogue qui s'en vient, je vous invite à peut-être revoir ce contenu-là qui peut vous aider dans la mise en place. Là-dessus, je vous remercie à tous. On est encore une 50aine à peu près qui ont dépassé avec nous sur votre heure de dîner. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci tout le monde. De votre attention, du temps passé avec nous. Puis, on se revoit le mois prochain pour parler de l'habilitation au changement. Éric, merci de ton temps avec nous, de ton expertise. Merci à toi aussi. Super. Bonne fin de journée à tous. Puis on se revoit en février. Bye bye. Bye tout le monde.